un événement France Inter. 17h et presque 8 minutes sur France Inter par Jupiter. Bonjour Chaline Varnenocker. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien Bossard. Bonjour Adrien. Ça va Adrien? Ça va bien. Ça s'est passé comment cette journée? Oh bah plutôt pas mal, écoutez. Oui? Oui, elle est finie. La petite santé, ça va Adrien? Ça va bien. Pas de problème en particulier? Non, ça va. Très bien, bon, c'est bien. Bon, alors vous serez là demain? Eh ben non. C'est plus vous? Ah non, c'est plus moi. Oh dites donc, feignasse, il a travaillé 2 jours le gars. Ouais. C'est dingue. C'est ça. la radio publique, Ouais, ça. ouais, Ça évidemment. va pas durer, vous inquiétez Allez, bon bah on va y aller là-dessus. Hein. Reposez-vous bien Adrien. Merci, Merci, bonne émission. hein. pas. Au revoir. Bisous à la famille. Oh là là, c'est beau, c'est du grand art. Salut Charline. Salut les amis. Non mais écoutez-moi ça, cette gouaille, c'est cette finesse là. Les bougnoules et les niakoués. Ah oui. Oh, elle fait une rechute, Charline, tu sais, c'est fini les guignols. Oui, je sais, depuis le 29 juin 2018. Oui, bah un Voilà. peu avant même. Oui, c'était quand Canal était encore. Canal, oui, oui, mais oui. il faut que tu fasses ton deuil, Mais maman. oui. Mais vous vous rendez pas compte, c'est ça qui a forgé tout mon humour politique. Ouais, enfin, il y a eu d'autres choses qui t'ont inspiré. Ouais, téléchat, ouais. Ouais. C'est fini depuis encore plus Oui, longtemps. oui, là mais là. c'est pas si grave. Il nous reste quand même Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, et François Asselineau. Ah, oui, je vais essayer de me détendre. Non, mais ça va. Va jouer un peu aux fléchettes là sur la photo de Bolloré. Oui, Alex oui. l'a remis au mur depuis qu'il a viré Ardisson. Ah, chouette. il faut qu'on fasse quelque chose. Bah oui, bah je sais pas, on invite un ancien des guignols. Mais on a déjà tout fait. Yves Ouais. Lecoq, c'est fait. Eh oui. Bruno Gassio, c'est fait. Ouais. Marc-Antoine Lebret, c'est Ah fait. oui, ça c'était du temps au Canal, mais c'était encore... Canal, oui. Bon, il reste pas quelqu'un, Alex? Si, le producteur, Yves Le Roland. Eh ben vas-y, va pour le producteur, T'es faut sûr? employer les grands moyens. Allez, allez. Charlie. Oui, voilà. Aujourd'hui, on reçoit dans l'émission le producteur des Guignols. Voilà. Et vous allez pouvoir parler du bon vieux temps avec lui. Oui. Voilà. Mais tu veux dire de quand Canal c'était encore... Canal, voilà. Oui. Chouette. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up émission, cet espace où la blague chante comme Ariel Dombal pour bien faire chier l'actualité. À la faveur de cette campagne électorale, nous étions déjà abreuvés d'interviews de Le Pen ou Bardella. Et maintenant, on a même droit à Steve Bannon. C'est du facho d'importation, que vous dire, qui bien sûr passait par là par hasard. Excusez-moi de vous demander ça. J'ai été bien invité chez vous ce soir. Ouais. Ce matin, le président de la République est présent dans 40 journaux avec la même interview à la virgule près, un entretien qui a été revu et corrigé par l'Élysée. Seules quelques publications dont La Voix du Nord ont refusé ces conditions. Alors pourquoi le président cornaque à ce point cette interview? Tes questions, je m'en branle, pauvre con, ça te va ça? Ça doit être ça alors. La publicité se sert souvent de l'humour pour nous refourguer ses lessives, un humour de connivence adapté aux réseaux sociaux qui pousse même les consommateurs à partager la publicité parce qu'elle est rigolote. Ça crée de la sympathie à l'égard de la marque. Mangez des pommes. Lui, il pratique toutes les nuances de rire, c'est le Pantone du rire, même s'il n'annonce jamais la couleur. Bonjour Alex Vizorek. Dites donc, comme c'est joli. J'ai travaillé. Oui, ça se sent. Alors moi aussi, j'ai travaillé la belle équipe que nous allons recevoir aujourd'hui à 17h20. Si Enrico Macias l'avait connu, il n'aurait certainement pas dit que les gens du Nord étaient si sympas. Il les aurait même trouvés un brin angoissants, n'est-ce pas Constance? Bonjour. Voilà, c'est ce que je disais. De quoi on va parler? Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Coup de Donc bol. c'est tellement chiant que quelqu'un d'autre va faire la chronique à ma place. Très bien, il est le bienvenu. À 17h30, notre guignol à nous, car lui aussi parvient régulièrement à énerver les gendarmes de la bienséance. C'est vous, Guillaume Meurice. Bonjour à tous, et ben moi je vais vous parler de Game of Thrones aujourd'hui. C'était le dernier épisode et je suis allé voir les fans de l'équipe de Jon Snow. Jon Snow, c'était mieux avant. Oula, Alain Finkielkraut du trône de fer. Et enfin, à 17h40, celle qui aura bientôt lu plus de livres que ce que Johan Sfar en aura écrit, c'est vous dire. c'est pas Bonjour mal, ouais. Juliette Arnaud. Bonjour Alex. De quoi on va parler? De ce que vous avez au pied, Alex. Qu'est-ce que vous avez au pied, Alex? Des chaussures. Non. Des baskets. Des baskets. Des baskets, madame. Ah, ça pour les baskets. On avait dit pas de baskets. Et voici celui qui va nous rappeler que le latex, ça protège aussi la démocratie. Vous êtes, je vous laisse nous le dire. Yves Le Roland. Bien sûr, c'est Yves Le Roland. Bah oui, c'est lui. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter. Bienvenue Yves Le Roland. Merci de m'accueillir. Ah bah, écoute, vous êtes un petit peu notre doudou. Car vous Bon, on êtes s'arrête là, alors. l'ancien producteur des Guignols, producteur historique, directeur artistique, on peut dire aussi. Vous êtes aujourd'hui metteur en scène aussi, on va en parler bien sûr. Mais je voulais vous poser cette première question. Ça veut dire quoi, producteur des Guignols de l'info ou directeur artistique? Ça consistait en quoi votre métier? En fait, c'était producteur artistique. Comme ça, on fait les deux. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça voulait dire mettre en image ce que les auteurs écrivaient. Une sorte de chef d'orchestre, en fait. Donc, je commençais à travailler un peu avec les auteurs. J'étais leur premier lecteur. Et puis après, il fallait que je mette tout ça en images et en blagues avec les marionnettistes, les imitateurs, les cadreurs. Enfin, en faire une émission de télé, quoi. Ah d'accord, vous étiez la vigie au-dessus de toute l'équipe, de tous les métiers. Absolument. Et puis, il fallait pas que le message des auteurs perde en qualité au fur et à mesure des différentes transformations de l'émission. Ouais. Il fallait qu'à chaque fois, ça soit de plus en plus drôle. Vous étiez le showrunner Et voilà, des Guignols. ouais, enfin, On bon, le appelle ça comme ça, showrunner, maintenant. ouais, c'était un peu ça, même si le showrunner, ils sont un peu plus impliqués dans l'écriture. C'est quoi justement la part artistique? Parce que les humoristes sont parfois quand même bien casse-couilles quand il s'agit de leur texte et de leur façon de penser. Comment vous gériez ça? Avec les auteurs? Oui. Non, c'est une histoire de confiance, en fait. En plus, c'était un spectacle tous les soirs, donc on voit assez rapidement si on trahit le texte ou pas. Et donc, et puis c'était une tellement grosse machine que pour faire 8 minutes de fiction par jour, il faut que les rouages soient parfaitement huilés. Et c'était en public en plus, donc vous aviez la et c'était en réponse aussi, public, ouais. Alors bon, ça joue, quoi. ça dépendait aussi beaucoup du chauffeur de salle. Encore une question sur cette période et les Guignols avant de passer à la mise en scène et au théâtre avec Alex. Les Guignols, est-ce qu'ils laissent un vide aujourd'hui? On voit qu'il y a le procès Balkany qui a lieu en même temps que le procès Tapi, en même temps que la campagne électorale avec Steve Bannon qui arrive, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a plus de marionnettes. Non. C'était quelque chose de vraiment spécial qui permettait peut-être de... Je suis en train de mettre la réponse dans la question. Comme d'habitude. Question brève, est-ce que ça crée un vide aujourd'hui? Pour moi ou pour les gens? Bah, oui, en général, pour l'humour, pour la démocratie. Probablement, mais moi je suis mal placé pour en parler. Moi je fabriquais après... Bon, voilà. Moi, je vous dis c'est oui. Sais pas. Oui, voilà. Guillaume. C'est gênant presque. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi c'est pas possible de reprendre les Guignols sur une autre chaîne? Enfin, il y a une raison juridique parce que... Non, parce qu'on peut pas reprendre les Guignols, mais on pourrait reprendre sur une autre chaîne. Mais je pense franchement que ça serait pas possible. Pourquoi alors? Parce que il faudrait qu'il y ait un écosystème qui permette à une émission comme ça de grandir, de se développer. Et les télés, c'est plus possible. Il faudrait qu'il y ait une sorte de Costa Rica de la télévision. Et ça n'existe plus. Et puis c'était une émission qui coûtait cher. Oui, c'est ça, donc maintenant la télé c'est très low cost. Et puis il aurait fallu Netflix ou quelque chose mais comme ça. Netflix ne font pas de politique. Ouais, déjà ça c'est clair. Ouais. Et puis il faudrait qu'il y ait un de greffe, quoi, un lescure de greffe, et il y en a plus. Et Bon, il y a Laurence Bloch sur Inter si c'était de la radio. Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez un peu votre de greffe. Ouais, c'est vrai. Et donc là, vous passez aux planches un petit peu, quand même. Oui, C'est-à-dire que vous mettez en scène, quand j'allais dire remettez en scène, parce que les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, c'est devenu presque un classique des théâtres parisiens avec Paul Devendre qu'on a reçu ici pour en parler. Comment on réinvente ce succès qui a presque plus de 10 ans maintenant? Eh ben, d'abord parce qu'on l'a actualisé un peu. On s'est un peu Les femmes ont changé, non? Ouais, bien sûr. La société autour a un peu changé. Et puis, on y a introduit pas mal d'humour. On a travaillé avec un des imitateurs des Guignols, justement. C'est grâce à ça, en fait, que la collection s'est faite, donc avec Thierry Garcia. Et on y a introduit des personnages. Et au départ, c'était assez conférence, ce que faisait Paul, et c'est devenu de plus en plus un spectacle. Donc on l'a tiré vraiment vers le théâtre et la comédie. C'est votre touche de l'époque Guignol qui est... Absolument. Vous avez mis en scène Audrey Vernon aussi, c'est ça? Oui, j'ai commencé un peu avec Audrey, là, pendant que je travaillais au Guignol, parce que travailler avec des marionnettes en viande, c'est sympa aussi. Merci beaucoup. Et avec Juliette, j'ai bossé aussi. Elle a de l'humour, Audrey Vernon, on l'embrasse. Et il y a un spectacle que vous avez coécrit qui arrive bientôt, Les Confessions d'un fumeur. Ouais, ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. On est parti de pas grand-chose, du problème de la cigarette avec Mathieu Ducret, qui est un ex de M6 et voilà, qui a arrêté de fumer grâce à une méthode. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas raconter la vie de quelqu'un à travers la cigarette? Et c'est un
truc très sympa qui devrait sortir au mois d'octobre. Et puis, bon, on en parlera à ce moment-là. Auteur, donc, et metteur en scène Yves Le Roland, ancien producteur, directeur artistique des Guignols. Jusqu'à 18h. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you are having the time of your life. But think twice. That's my only advice. Come on now, who do you think you are? Bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy, just like me. My heroes had the heart to lose their lives. I wanna live, and all I remember is thinking I wanna be like them. Ever since I was little. Ever since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Probably. Lars Barclay, crazy au moment où notre invité vient de péter ses lunettes. Ça nous rappelle Léon Zitrone. Aïe, aïe, aïe. Ah, Guy Lux, on m'a cassé mes lunettes, mais je n'ai rien à l'œil. On va quand même pouvoir faire le lâcher de Oh, vachette. c'est un petit gag comme ça, Sur j'aime bien France le faire. Inter. Gag visuel à la radio, c'est parfait. Yves Le Roland est avec nous, metteur en scène, auteur, ancien producteur des Guignols de l'info. Ça me fait toujours ça. Yves Le Roland, vous êtes entouré aujourd'hui par... Eh bien, il y a Guillaume Meurice, Oui. il y a Constance Metz, vraiment Constance. C'est Brigitte. C'est Brigitte, voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait eu du changement. Et Juliette Arnaud, qui malheureusement est toujours Juliette Arnaud. Voilà. Il a dit malheureusement. Non, Non, ça, mais il ça ne le va. pensait pas. Devant un des maîtres du genre, ça c'est moins mis en scène, mais Attention. c'est la radio, hein, c'est l'info. Faut pas prendre les Français pour des canards sauvages. Le journal de presque 17h17. Ça va mon coin-coin? Et on va commencer par les titres. Est-ce qu'il va partir, il va rester, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester? Eh oui, Kylian Mbappé est un peu le Vincent Lambert des fans du PSG. L'avocat des parents de Vincent Lambert salue une remontada après la décision ordonnant la reprise des soins. Ouais, si on doit vraiment employer un lexique emprunté au foot, je pense que de son côté, Vincent Lambert a pas mal le seum plutôt. Et des brèves. Oui, elles n'ont jamais été en réanimation, les brefs. Ouais. Allez, les débrancher. Et on commence par un son, justement. Bah oui, celui de l'avocat des parents de Vincent Lambert au sortir de cette décision. Ce n'est que la première des victoires. C'est la remontada. Voilà, alors autant franchement sur le cas Vincent Lambert, j'ai du mal à me faire un avis, autant sur l'avocat, je suis 100% favorable à ce qu'on le débranche. Passons aux européennes. Oui, sur BFM TV, Nathalie Loiseau a fait une petite confidence. Alors je vais vous faire un aveu. Nathalie Je ne Loiseau. suis pas Bilal Hassani. Je ne suis pas faite
pour des grands shows à paillettes. C'est sûr. C'est sûr, mais il ne faut pas exclure qu'elle finisse 14e aussi. De son côté, Nicolas Dupont-Aignan a suscité l'indignation en déclarant qu'il souhaitait le contrôle des naissances en Afrique. Oui, alors que s'il fallait un contrôle des naissances, c'était peut-être dans la famille de Nicolas Dupont-Aignan. Passons à Marlène Schiappa. Encore de la politique. Non, parce qu'elle a déclaré, je cite, « Je me suis réveillée à 4h du matin pour regarder Game of Thrones. » Oui, quand on voit comment se profile le quinquennat, c'est peut-être pas une mauvaise chose de se familiariser avec les fins d'histoire décevantes. International, à présent, au Royaume-Uni, le parti du Brexit de Nigel Farage est soupçonné de financement illégal. Ah oui, les partis d'extrême droite, leur truc, c'est vraiment le blanchiment. Facho toujours. Oui. En Autriche, tous les ministres d'extrême droite ont quitté le gouvernement après une caméra cachée compromettante. Eh ben, quand tu penses qu'à l'époque, pour arrêter Hitler, il a fallu le débarquement, aujourd'hui, une simple GoPro et c'est gagné. Au Brésil, Oui. chaque année, quelques 50 écologistes sont tués en Amazonie. Imaginez si François de Rugy se déplaçait en Amazonie. Et si François de Rugy se déplaçait en Amazonie, Oui. quoi. Non, il risquerait. Allez, selon des experts, les océans pourraient monter de 2 mètres d'ici 2100. Et oui, les touristes vont faire la gueule quand ils pourront plus visiter Venise en gondole, mais en sous-marin. Santé maintenant, Oui. car selon une étude, boire du jus de fruits serait plus mauvais pour la santé que le soda. Et oui, et dans le doute, avec Juliette, on s'est dit la bonne solution, c'est continuer à boire la vodka pure. Comme ça, il n'y a pas le problème du choix. Télévision, la Oui. production de Plus belle la vie recherche un bébé pour intégrer le casting de la Et série. oui, enfin quelqu'un qui sera à la hauteur des dialogues de la série. Mode, on apprend la mort du coiffeur et entrepreneur Patrick Alès, connu pour être l'inventeur du brushing. Oui, Laurence Bloch lance 3 jours de deuil. Et des Elle a brèves. tué le brushing. C'est connu pour ça. Oui, bien sûr, les brèves. Louis Vuitton vient de sortir des raquettes de ping-pong à 1500 €. Et là, je pense qu'on peut parler de raquettes dans ce cas-là. Allez, la dernière. Et oui, un chevreuil ivre charge des promeneurs près de Saint-Brieuc. En Bretagne, même les chevreuils sont capables de se coller une bonne race. Merci Alex. Il a mangé des baies. Il a Ouais. mangé des Bah oui. baies un peu. Et pour la mort de l'inventeur du brushing, Guillaume a une grosse pensée pour Laurent Delahousse. Laurent bien sûr, Delahousse, oui, on évidemment. pense à lui. On pense Oui, c'est également beaucoup de aussi, tristesse. 17h25 sur France Inter. Yves Le Roland est en notre compagnie. Abordons ce sujet. Steve Bannon est venu soutenir et conseiller Marine Le Pen et troller le scrutin européen. Alors ça se fait pas, hein, ça s'appelle de l'ingérence. Donc Marine Le Pen doit faire croire que Bannon est un gros boulet qui passait par là par hasard. Hein, il a tout de même donné audience à des cadres du parti au Bristol, l'hôtel de luxe où le matin, on l'entend chanter sous la douche. Mes yeux se sont repus du glorieux sacrifice aux eaux. On s'est lavé dans le sang métis et dans celui des négros. Le trust sioniste sera démonté, juif après juif. La race blanche va de l'avant. Dans ce cas-là, je préfère Bonne Ariel ambiance. Dombal. American History X, le film de Tony Kaye, et qu'il est toujours bon de revoir tant que Trump est à la Maison-Blanche, bien sûr. Alors, un raciste, suprémaciste blanc, viré de la Maison-Blanche, qui vient soutenir Marine Le Pen, annoncé quasi favorite d'une élection européenne. C'est un cas de figure, je dirais, nouveau, auquel on n'avait pas été confronté. À l'époque des Guignols, c'était pas quelque chose qu'on avait rencontré. Non, non. On a franchi un cap, là, Yves Le Roland? Je sais pas. Vous savez pas? Non, je sais pas. De toute façon, ne comptez pas sur moi pour dire du mal de Marine, première chose. Je sens le piège. Oh, bah quel piège. Mais non, mais en fait, je la comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle essaye de l'éviter alors que le type, il est quand même exactement sur la même ligne qu'elle. En plus, le type, il est bon. Manifestement, il a réussi à faire quasiment élire Trump. Et donc, pourquoi elle lui dit non, je le connais pas et tout ça en fait, j'arrive pas trop à comprendre. Elle fait sa campagne sur le danger des étrangers. Donc là, Ouais, voilà, c'est un peu- étranger américain, est-ce que c'est vraiment un Ça étranger? passe. C'est pas un migrant, c'est pas. Ouais. Il y a les bons et les mauvais étrangers, j'ai l'impression. Comment est-ce qu'on manie l'humour face au Rassemblement national? Parce que là, comme à chaque élection, on est face voilà, à leur arrivée, au danger que ça représente. On en rit. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'en rire? Est-ce que ça sert à quelque chose? Comment on manie l'humour face à ça? En fait, il y avait assez peu de présence du Front National au Guignol. Parce que, à mon avis, quand on veut essayer d'être drôle
Alors surtout avec des personnages, il faut un peu les aimer quand même. En tout cas, leur trouver des excuses, rentrer dans leur peau. Et c'est comme ça que les auteurs écrivaient aussi bien pour Chirac, Sarko, enfin un peu tout le monde. C'était ça le Il y a toujours secret. une toute petite part de tendresse pour une partie oui, en des tout cas, personnages. ils se mettaient dans leur peau et c'était ça le truc. Et se mettre dans la peau du Front National, c'était plus dur pour eux, c'était moins marrant. Et effectivement, il y a toujours le danger quand on parle de racisme, de faire des blagues racistes. Tout simplement, en fait. Donc, vous pouviez les faire avec les personnages. C'est-à-dire que c'était dans la bouche d'une marionnette. Oui. Alors, c'était plus simple déjà. Parce qu'effectivement, il y avait le décalage. Déjà, c'était une marionnette. Ensuite, c'était clair, on voyait bien qui parlait. Nous, on doit vraiment bien jouer. Mais je vous signale, au début, c'était pas que c'était facile, mais c'est devenu de plus en plus dur, parce que c'est aussi de plus en plus dur. Il y a 3-4 ans, c'était la dernière année, je crois, des Guignols, on avait fait un sketch entre Marine, une réunion politique, où Marine et son père, ils étaient en train justement de chercher des slogans un peu racistes et tout. Et je me rappelle, ça avait créé la petite polémique. Oui, alors il parle de racisme, etc. Enfin, c'était déjà devenu un buzz, un problème. Et vous parliez tout à l'heure des Guignols, je vais juste revenir 2 secondes dessus, sans essayer de vous faire pleurer, attention. Charline. Mais c'est vrai que c'est plus dur maintenant, parce qu'à l'époque, il fallait qu'on soit protégé des politiques et des puissances de l'argent. En tout cas, on a eu toute une histoire avec Peugeot et avec le fameux Calvé qui nous avait fait des procès pendant des années. Et j'avais tendance à dire à l'époque, on avait à peu près 3 millions d'audience. Je disais, on a 3 millions de gardes du corps, c'est super. Ouais. C'est ça qui nous protège. Or maintenant, je pourrais plus le dire parce que parmi les téléspectateurs, les auditeurs, il y a des gens bienveillants, mais il y a quasiment autant de procureurs et d'inquisiteurs. Et à chaque fois qu'on dit un truc, vous en subissez. Jamais. Alors là, vraiment, jamais. Il n'y a jamais de polémique. Ouais, et donc ça a changé quand même. Ouais. Et ça, c'est plus embêtant. Quoi. Plus et les réseaux, évidemment, sociaux sont là pour amplifier tout ça. Pour terminer, il aurait eu sa marionnette, par exemple, un Steve Bannon ou... Ouais. Oui, ouais. Probablement. Trump, oui, c'est sûr. Ah bah Trump, il l'a eu d'ailleurs. Ouais. Oui, non, peut-être. Monsieur Sylvestre, quelque chose dans le genre. Monsieur Sylvestre avec une cagoule pointue blanche, par exemple. Peut-être, oui, parce que peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de le faire et que c'est vrai que il aurait très bien pu être incarné par un Sylvestre, ça aurait été aussi drôle. Peut-être même plus. Yves Le Roland est avec nous jusqu'à 18h et il y a parmi nous, car c'est mardi. Normalement c'est Constance, mais cette dame a les cheveux gris. Constance. Ouais, cette dame bonjour, merci de me recevoir, Madame Charlène Vaunonocker. J'aime beaucoup cette émission. Je suis Brigitte Moite, directrice de la MJC de la charmante ville de Chaufflatouf dans les Hauts-de-France. Mais surtout, je suis présidente et porte-parole de l'association Les mots l'art, association ayant pour but d'apaiser les mots MAUX grâce au mot MOTS. Parce que oui, l'art est un médicament. Et sur les bobos de nos âmes, nous aimons y déposer la culture comme pommade. C'est de moi, merci. Voilà. Alors aujourd'hui, journée mondiale du développement culturel et dialogue du développement. Ça ne veut rien dire, je vais relire. Aujourd'hui donc, journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. C'est beaucoup mieux. Alors, quand j'ai vu ce petit sujet, je me suis dit, bon, j'ai bondi dans ma Fiat Panda. Et je me suis arrivée ici toute berzingue. Et je me suis dit, il faut absolument que j'apporte mon témoignage à la maison de la radio. Parce que nous, les directeurs des centres culturels, nous sommes au cœur du sujet. Nous sommes les petits thermomètres dans les fesses de la société. Et je peux vous dire que la température n'est pas bonne. Non. Il fait bien trop chaud. La culture est cuite. C'est de moi, merci. Alors, vous savez, nous nous battons au quotidien pour garantir une véritable diversité culturelle et alimenter le dialogue et la réflexion des spectateurs. Mais la tâche n'est pas aisée. Non. Je n'arrête pas de répéter à mes abonnés, n'allez pas seulement voir les spectacles des artistes qui passent à la télévision. Eh bien, pardonnez-moi l'expression, mais autant pisser dans un piano. Ah oui, parce que voyez-vous, l'année dernière, nous avions programmé un merveilleux spectacle. Celui du clown hongrois aveugle et sourd, qui pendant 4 heures mime les derniers jours d'un rabbin polonais caché dans une grotte parce que persécuté par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le spectacle était une sensibilité incroyable. Et les dialogues, le dialogue final entre le rabbin et le rat qui était devenu son compagnon, était époustouflant. Et bien, nous n'avons fait que 5 spectateurs. Et encore, je vois le verre un petit peu plus plein, parce que dans les 4 spectateurs, il y avait une personne siamoise. Donc, vous allez me dire,
Les gens n'ont plus d'argent pour sortir, c'est la crise. Mais c'est faux! C'est faux, pardon, je m'énerve parce que ça m'intéresse. Parce que quand nous recevons des humoristes de la télévision qui font du stand-up, wesh ma gueule, eh bien là, ça les comble hein, pour raconter sa life. Voilà, par contre, les grands auteurs, l'histoire, pouet, la boîte à camembert. Alors, oui, elle est belle la diversité culturelle. Zut de zut, je suis en pétard, moi. Oui, je vais bien essayer d'amener les gens à la réflexion et au dialogue. Mais dans notre club de lecture du dimanche soir, nous sommes deux membres, dont moi et ma mère, qui a la maladie d'Alzheimer. Du coup, je suis obligée toutes les semaines de relire le même livre. C'est extrêmement pénible. Voilà. Donc, je viens taper du poing sur la table. Aïe, je me fais mal. Je suis un petit peu... voilà. Pour lutter contre l'abrutissement de nos espèces, je préconise 2 gestes simples. 1, on éteint la télévision. 2, on ouvre un bouquin. Oui, lisez, ouvrez vos esprits. La culture est un soleil, ne la confondez pas avec un réchaud but à gaz. Merci. C'était Constance. On a croisé des comme ça. Oui, bien sûr. Constance, que je vous conseille vivement de revoir en vidéo dans ce personnage fabuleux de Brigitte. Merci, Constance, sur France Inter. Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces 5 pouces? Il est une très belle femme, par ses petites secousses, comme une princesse qui tousse. Je change de carapace. Il est une très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Oh, mes femmes au milieu, sois toi-même. Être unique et précieux. Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces poils qui poussent? Elle est un très bel homme, par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que un. La yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Oh, mes femmes au milieu, sois toi-même. Être unique et précieux. Arthur H, ou alors c'était un excellent imitateur d'Arthur H. Il est elle, avec Yves Le Roland qui met en scène notamment le 3e volet de ce très beau spectacle, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, de Paul Devendre, avec Paul Devendre, et l'imitateur Thierry Garcia, notamment un imitateur des Guignols, puisque Yves Le Roland était producteur des Guignols. C'est un spectacle qui repart en tournée à travers toute la France à partir de janvier 2020. Soyez un petit peu patient, mais cela arrive. Si vous êtes impatient, il vous restera toujours, tous les jours, Guillaume Meurice. Eh ben, je vais vous parler d'une saga qui se termine aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas de la saga Vincent Lambert, puisqu'elle n'est pas finie. D'ailleurs, il faudrait peut-être arrêter de brancher et débrancher Vincent Lambert. Ce n'est pas un ordinateur, je le rappelle. Il n'est pas sur Windows 95. Il ne s'agit pas non plus de la saga Alex chez Bolloré, même si on est sur une fin également. On est sur une fin. Les pétitionnaires du texte Friviso ont gagné, semble-t-il. Non, je vais vous parler de Game of Thrones, puisque tout le monde ne parle que de ça. Et hier, il y avait une projection du dernier épisode au Grand Rex. Alors, tous ces fans vivent dans l'angoisse qu'on les spoil. C'est-à-dire qu'on divulgue la fin de l'épisode avant qu'ils ne l'aient vu. C'est comme si on disait, par exemple, à Nicolas Dupont-Aignan, tu sais que tu vas encore te prendre une tôle. Et ben ça lui enlèverait la surprise. Et ça, c'est pas cool. Et les fans de Game of Thrones ne rigolent pas du tout avec ça.
Si je vous spoil là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu te ramasses une claque dans la gueule. Voilà, c'est clair. Je crois que tout le monde a bien compris, c'est précis. Je vous rappelle qu'Alexandre Benalla, ça a commencé comme ça. Place de la Contrescarpe, il y a un mec qui lui a dit: tu sais que Daenerys, elle a une gastro dans l'épisode 4. Bam, et c'est parti, claque dans la gueule, on connaît la suite. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai rien vu du tout de la série, et c'est sans doute le cas aussi de certaines personnes qui nous écoutent. Donc, tentative de résumer. Du cul, du feu, des dragons, de la violence et du bonheur. Voilà, du cul, du feu, des dragons, de la violence et du bonheur. On dirait le thème d'une soirée en boîte avec Castaner au platine. Il y a tout ce qu'il aime, putain, ça pourrait être son programme. Alors d'ailleurs, pour expliquer la série aux néophytes comme moi, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un parallèle entre la politique française et Game of Thrones? On va essayer. Alors, il y a évidemment les marcheurs. Les marcheurs, bon ça c'est facile, c'est des zombies, ça c'est fastoche. Nous on a eu Bernard Guetta des années qui errait dans les couloirs, il a fini chez En Marche, on voit bien ce que ça fait, c'est classique. Par exemple le personnage de Tyrion, ce serait qui? Il est plutôt dans l'ombre en fait. Donc dans l'ombre, il y a qui dans l'ombre dans les hommes politiques? Il y a Bérou, il est bien dans l'ombre, beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Mais en même temps, lui, il a quand même du pouvoir. Ah, donc pas Bérou, du coup, là, parce que Bérou avec du pouvoir, bon, c'est de la science-fiction en même temps. Mais il faut que ça reste un minimum crédible. Hein. C'est comme Elisabeth Lévy à Jeun. Enfin, il y a des personnages qui ne marchent pas du tout. Parce qu'on ne peut pas les imaginer, tout simplement, ça ne marche pas. Alors, autre star de la série, évidemment, Jon Snow. Alors, ça serait qui dans la série? Est-ce qu'ils ne se seraient pas barrés en Espagne Jon Snow, c'est le Manuel Valls un peu de la série? Non, mais... Il trahit un peu ou pas? Non, du tout. C'est la droiture, donc c'est... Ah bah non, c'est pas Manuel Valls, ça. C'est qui? Bruno Hamon. Bruno Hamon, putain. Pauvre Benoît, les gens ne retiennent même pas son prénom, putain. Si c'était Jon Snow, il l'appellerait Gérard Snow. Putain, c'est chaud pour lui. Bon, alors est-ce qu'on peut monter sur le trône de fer à 6%? C'est pas sûr. Alors, il y a des personnages féminins dans la série également, dont la préférée de cette jeune femme, Arya Stark. C'est la nana de la série qui est quand même ultra badass et qui a une super évolution. C'est surtout ça, qui devient un personnage extrêmement emblématique et extrêmement important et parfait, quoi. Ça serait Nathalie Loiseau, non? Alors là, Arya, c'est Arya. Ah oui, donc ouais, non, puisque Nathalie Loiseau, c'est Nathalie Loiseau, hein, on l'a dit, hein, elle n'est pas Bilal Hassani non plus. On insiste parce qu'il y a une époque, il y a eu confusion. Hein, quand elle est arrivée au débat avec une robe à paillettes, qu'elle a fait son fameux déhanché, on s'est dit merde, c'est Bilal, putain. Hein, idem pour Bilal, hein, qui aurait fait certainement mieux que 14e s'il n'avait pas chanté le programme de En Marche avec Dominique Seux comme choriste. Voilà, donc c'est important de bien préciser et de continuer notre investigation, toujours avec Arya. Alors Arya, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? C'est un petit Mélenchon, genre je pique ma crise. Ah oui, oui. Voilà. Ah, donc elle défonce des portes, des choses comme ça. Un peu, mais c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'elle dit la royauté, c'est moi? Alors on n'est pas loin des fois. Ah, bah là on est bon, là on a un personnage, on peut s'identifier, Arya l'insoumise. D'ailleurs la série devait s'appeler Game of Port à la base, mais Arya les a toutes défoncées suite à une perquisition de l'armée de Cersei. Mais une série ne serait rien sans les méchants. Les personnages préférés de ce monsieur sont donc Les Lannister. Ah, J'en ai le t-shirt. et ça serait qui si on devait le comparer à un homme politique français aujourd'hui? Ou une femme d'ailleurs? Pasqua, j'hésite avec Pasqua. Pasqua, alors, compliqué. Parce que vous attendez pas non plus à voir débarquer sur l'écran un représentant de Pernod Ricard. Ah, ça n'a rien à voir. Moi, je viens des terres du Sud. On s'est créé les Michel et Dédé, mais moins jaunes. Non, ça reste des méchants du Moyen-Âge quand même. Tout comme Le roi de la nuit. Oh la vache, ça fait peur ça. Mais sinon, non, super personnage. Ça serait qui alors dans la politique? À qui on pourrait le comparer? J'en sais rien. Hitler. Ah ouais? Ouais. Et c'est votre personnage préféré? Ouais, non, mais c'est surtout le fait qu'il soit charismatique. Et oui, c'est ça qui est important, très charismatique, Hitler. Puisque je vous rappelle qu'on vote pour des gens et toujours pas pour des idées. Donc l'important, c'est le casting. Et celui de la future élection européenne m'a l'air un peu austère. On peut même dire, je crois, austeris coming. Guillaume Meurice, dans ses œuvres, merci. Il y avait des gens déguisés hier soir au Grand Rex? Il y en avait quelques-uns, mais pas tant que ça. Moins que pour Star Wars, par exemple. Ouais. Très bien. Merci pour ces informations. Ça vous intéresse, les gens déguisés? Moi, j'aime bien tout ce qui est déguisement. Tout ce qui est cosplay. Une dingue de cosplay. Allez, il est 17h41 à Blois. C'est là que vous êtes né, non? Ben oui. Bah ouais, je me suis renseigné. Yves Le Roland avec nous, auteur, metteur en scène et ancien producteur historique des Guignols de l'info. On va aborder cet autre thème aussi avec Constance, Juliette, Alex et Guillaume. On est là. Ce matin, le président Manu est apparu dans 40 journaux à la fois. C'était beau. Toute la presse régionale a publié son interview. Le même entretien à la virgule près puisque l'Élysée a relu et corrigé l'entretien. C'est une vieille tradition française, pas que lui qui le fait, mais contre laquelle un village de Gaulois résiste, qui s'appelle notamment, il y en a plusieurs, mais La Voix du Nord. Le quotidien a choisi de ne pas publier cet entretien. Le conseiller de l'Élysée est un petit peu piqué au vif, écoutez. Qui a eu l'idée? Qui a eu l'idée?
Tu me déçois énormément, Vincent. Énormément, hein. Quant à toi, Boris Soussan, Monsieur Manhattan n'a pas de temps à perdre avec un petit salarié de l'image. Alors tu vas me foutre le temps dessus. Retrouver tes marionnettes en mousse. Tu viendras en rampant, salopard. Benoît Poelvoorde dans Monsieur Manhattan. Voilà, donc ce matin, toute la presse régionale a, de concert, publié le même entretien d'Emmanuel Macron. Berger était très déçu, elle a acheté les 40, mais c'était la même chose. C'était la même chose à la virgule près, hein, oui, c'est assez étonnant. Alors, Yves Leroy, c'est des Gaulois réfractaires à la Voix du Nord. Est-ce qu'ils ont raison de refuser le cadre contraignant de l'Élysée comme ça? Oui, ils font ce qu'ils veulent, c'est tout ça. Alors, est-ce que vous trouvez troublant que la même interview qui a été relue, mais bon, ça c'est très français pour tout ce qui est les grandes institutions ou les personnages, par exemple les grands entraîneurs de foot, etc. font ça aussi, les patrons de médias, les présidents de la République, les ministres. Mais alors ce matin, là, c'est 40 journaux qui publient la même interview et en France, ça passe crème. C'est normal? Alors là moi, aussi, je suis belge, je crois un petit peu la réponse. Non, je pose la question. Moi, je suis naïve. Moi, je suis dans la naïveté. Je viens d'un autre pays où ça ne se fait pas. Est-ce que vous faites et ça je me dis, souvent, tiens, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je trouve, non, mais comme c'est l'élection globalement européenne, je trouve qu'elle est très bizarre parce qu'en fait, on en fait une sorte un peu de référendum pro ou anti-Macron, donc que le gars il essaye d'occuper les médias le plus possible. Finalement, je trouve ça. Que lui, c'est que les médias acceptent. Voilà, alors que les médias acceptent, c'est comme ça. Il y a une sorte de fatalisme, on dirait, chez tout le monde. C'est sorti ce matin. Voilà. Alors évidemment, comme la Voix du Nord ne l'a pas fait, ça sort du lot et c'est une information, on en fait des sujets, c'est intéressant. Mais donc, on s'étonne qu'il y ait un journal qui est refusé. Mais ouais. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est comme vous dites, c'est une espèce d'habitude de plus en plus généralisée où on fait relire. C'est le problème des relectures parce que maintenant, voilà, si qu'on puisse lire l'interview dans toute la France à travers tous les journaux, moi ça me choque pas spécialement. Après, je trouve que c'est plus caractéristique d'une espèce de les relectures de défiance et tout. C'est un peu, il y a un autre truc ça m'a pas choqué, mais ça m'a interpellé dans le JDD. J'ai lu une interview de Pierre-Emmanuel Barré. Oui. Et lui, il refuse même de voir les journalistes. Il demande les questions par email et il répond par email et puis comme ça on est tranquille. Donc je trouve que ça. C'est encore du journalisme, ça? Bah non, voilà, c'est. Il n'est pas dans 40 journaux en même temps. Non, mais bien sûr. C'est sûr. Il n'est pas président de la République. Non, il n'est pas président de la République. Voilà, alors il n'y a pas de problème démocratique, quoi. Non, mais en même temps, je sais pas, je ne vois pas, excusez-moi, hein, mais je vois pas le fait qu'il soit distribué dans toute la France. Voilà, il ferait une interview au Monde, on pourrait le lire partout. Oui, s'il l'avait fait dans un journal, tout le monde aurait relayé. C'est particulier la PQR quand même, c'est vraiment. Ouais, alors, c'est je vais vraiment ajouter quelque chose qui va peut-être vous aider. Donc, il y a un édito dans La Voix du Nord et ils expliquent leur choix et disent il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la relecture. Relecture qui n'accepte plus pour personne depuis un peu plus d'un an. Et alors, ils ajoutent en s'invitant dans la presse régionale à 5 jours du scrutin, alors que son engagement pour la liste Renaissance ne fait aucun doute, il nous a semblé qu'Emmanuel Macron rompait cet équilibre essentiel au débat démocratique. En tout cas, dans nos colonnes, si nous avions décidé de publier ce texte. Oui, non, mais là, je pense que effectivement, parce qu'il le dit aussi, je crois, dans ce texte, si un ministre est en train de faire une déclaration sur un programme qui relise, moi, ça me choque pas parce que ça peut avoir des conséquences, effectivement. Mais là, on sent bien que c'est une interview qui est totalement dans la campagne et d'avoir refusé effectivement la relecture et les corrections, je trouve ça très bien. Moi, ce qui me choque, c'est que ça soit effectivement le même interview partout. Qu'est-ce que vous auriez attendu si les Guignols étaient là, vous arrivez au bureau, comme décalage avec ce genre d'informations? Je sais pas. C'est une question piège. Faites-nous marrer avec cette information. Non, mais ce que je suppose que c'est qu'arrivé, vous arrivez le matin et puis ils vous disent on a pensé à aller
vers cet angle-là, vers. Voilà, on essayait en tout cas toujours de décaler, d'être à côté. Donc on l'aurait peut-être mis dans une autre situation. Mais là, j'ai pas la blague tout de suite. Le CSA impose aux médias audiovisuels une équité et ensuite une égalité. C'est une règle à laquelle je pense la presse écrite n'est pas soumise. Et donc chacun fait donc son équilibre interne. Et donc ici, La Voix du Nord s'est dit... Et puis c'est bien, ça fait parler d'eux, je trouve qu'ils ont eu raison. Enfin voilà, comme ça on est en train de parler de... Non, il y a le Télégramme aussi, les Bretons. Et récemment, les Échos aussi avaient expliqué qu'ils avaient refusé une relecture d'interview. Non, mais c'est bien que de temps en temps les journalistes... Voilà, il y ait un peu des rebelles parmi les journalistes, c'est une bonne chose. Il est 17h47, toujours à Blois, toujours à Paris, toujours à Marseille, à Saint-Étienne aussi. Bien sûr. À la Garenne, Saint-Étienne, donc ce serait pas Juliette Arnaud, ça? Mais si. Et puis alors c'est rigolo parce que le livre du jour, justement, il est écrit par un journaliste des Échos. Mais d'abord, on va commencer par une anecdote tout à fait intéressante de ma vie privée. Alors, c'est Noël dernier. Mon frère offre une paire de baskets à son fils de 7 ans. Pas n'importe quelle. Paire de baskets, des Nike, des Air Jordan. On explique au neveu de 7 ans l'intense émotion que c'est, ce que ça représente, ces pompes. La chance qu'il a, on a les larmes aux yeux. La descendance face à l'héritage. Daenerys face au trône de fer. En toute simplicité chez les Arnaud. Et là, la descendance de 7 ans dit « Mais c'est mes chaussures à moi ou c'est celles de Michael Jordan ?» Au-delà de la conclusion immédiate qui s'est imposée à mon frère et à moi, brutale, sans nuance et inévitable, mon Dieu, ce que les enfants sont cons, je me suis demandé à quel âge les petites personnes appréhendaient ce mythe moderne que sont les baskets. Et puis, badaboum, ce livre apparaît. L'Odyssée de la basket, que Pierre Demont, son auteur, soit remercié. Mythe moderne, oui, je pèse mes mots, et croyez-moi, pas besoin pour apprécier ce livre de vouer un culte au Air Jojo. C'est le surnom Air Jordan. Il suffit que vous regardiez ce que vous mettez autour de vos pieds au quotidien. Vous, moi, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les gens d'ici et d'ailleurs, des chaussures sportives alors que vous n'avez aucune intention de faire du sport là tout de suite maintenant. Surtout pas. Des baskets. Alors j'insiste sur le mot basket parce que c'est une spécificité française. On a pris un mot anglais pour nommer un truc, mais un autre mot anglais que celui qu'utilise le reste du monde. Oui, parce que basket en anglais, ça veut dire panier. Donc le reste du monde dit sneakers. Oui, les Français sont paisibles, mais nous, on a gagné la Coupe du Monde 2 fois. Moderne, le mythe également, puisqu'on s'intéresse aux pieds depuis très récemment. Il aura fallu attendre la seconde moitié du 19e siècle pour que, grâce à Monsieur Godillot, la fabrication des chaussures distingue le pied droit du pied gauche. Avant, de sabots. Et les années 80, il aura fallu attendre les années 80 pour que les chaussures sportives quittent le monde restreint du sport pour devenir une chaussure de tous les jours. Mythe parce que longtemps la basket, ou les sneakers, vous faites comme vous voulez, la basket reste du côté obscur. D'abord, c'était des chaussures en caoutchouc qui permettent de dépouiller discrètement le passant. Ça, c'est daté de 1887. Le hip-hop et la culture urbaine, avec le mariage sport, culture urbaine et musique, avec évidemment Run DMC. Et les premières Air Jojo, qui ont été carrément bannies par la NBA, parce qu'elles étaient rouges et noires, et que la NBA voulait que tout le monde soit en blanc. Un sport qui est gagné par des noirs. Ils sont rigolos, les Américains. Donc ça a été longtemps comme ça. Et puis un jour, tu vois ta mère en basket pour aller chez le coiffeur et tu sais que c'est plus le côté obscur. Mais aussi, c'est une histoire dans l'histoire avec un grand H. Par exemple, les frères Dassler qui ont filé à Jesse Owens en 1936 contre l'avis d'Hitler des pompes allemandes pour écrabouiller les athlètes ariens. Les frères Dassler qui donc ont été unis en 36 et puis désunis en 45 parce qu'il y en a un qui a été beaucoup plus collaborateur que l'autre, jusqu'à devenir 2 rivaux prêt au pire pour être le vainqueur. Puma et Adidas. Alors Puma, c'était Rudolf, et Adidas, c'était Adolphe. Donc quand vous avez des Adidas, vous avez des Adolphe aux pieds. Allez, passez une bonne journée. Vous apprendrez aussi dans le livre comment Portland est devenu Sneaker Town, parce c'est une ville qui a une façade ouest, donc une façade sur les pays fabricants des baskets. Et oui, vous aurez peut-être la réponse de la vraie question qui est combien coûte réellement la fabrication d'une paire de baskets. Parce que c'est bien sûr une histoire du capitalisme aussi, l'histoire de la basket. De la barre hautement officielle des $100 en 1983 pour une paire de New Balance, jusqu'à aujourd'hui, Balenciaga, qui surfe sur la vague des chaussures moches, les Chunky Shoes, à 700 €. C'est-à-dire que vous avez au pied le prix d'un téléphone ou d'un loyer. C'est selon. Pierre Demont va vous raconter tout ça et il va le faire minutieusement parce qu'il est journaliste aux Échos et il va le faire
préfèrent aussi amoureusement parce qu'ils portent tous les jours des sneakers. L'histoire d'un mythe qui commence par une légende urbaine écrite par ceux de ma génération, les kids des années 80, c'était notre secret. On voulait des chaussures qui profitent. Et puis c'était tout. Et c'est toujours tout. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, quel est cet ouvrage alors, vous dites ? Alors, l'Odyssée de la basket ou comment les sneakers ont marché sur le monde. La maison d'édition, c'est La Tengo et le monsieur s'appelle Pierre Demoux. Merci Juliette. Mais je pense qu'il y a des baskets qui coûtent beaucoup plus cher. Hein. J'ai vu un reportage dans l'effet papillon, c'était quand Canal était encore Canal. C'était sous vitrine, ça coûtait jusqu'à 3000 $. Oui, mais ça, c'est des trucs de collection. Balenciaga, ils en vendent des camions. D'accord. Mais des camions. Et alors, pourquoi est-ce que les Français disent aussi des tennis? Parce que moi, quand je suis arrivée en France, on m'a dit dis donc, t'as mis des tennis aux pieds. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Parce que nous, on change tout. Ouais. Parce que nous, on n'est pas pareil. Parce que nous, on est français. Ouais, mais alors, c'est quoi la différence? Quand est-ce que je dis à quelqu'un t'as des jolies baskets? Quand est-ce que je dis à quelqu'un t'as des jolies baskets ou t'as des jolis tennis? Les deux marchent. C'est synonyme. Tennis, c'est un peu vieillot. Ouais. Alors que basket, c'est plus courant. Vous voulez dire que c'est un peu les bourgeois qui disaient mais t'es tennis. Ah, parce très que bien. tu joues au tennis. Bah, alors que si tu joues au basket, c'est que t'es plus un pauvre. Très bien. J'ai tout compris. Merci. On se sent moins con. Yves Le Roland est avec nous. Metteur en scène de Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, le 3e volet qui tournera en France en janvier 2020 avec l'imitateur Thierry Garcia et avec Paul Devendre, l'auteur de la pièce. Et on va aborder ce dernier thème tous ensemble. Étant donné que nous sommes noyés dans les messages publicitaires, les marques un peu malines jouent la carte de l'humour. Un humour qu'ils appellent de connivence, qui est censé développer une complicité avec le consommateur. C'est la pub qu'on retrouve notamment sur les réseaux, qui, si elle fait rire, sera partagée. Donc c'est le consommateur qui diffuse lui-même comme un con la pub gratos. Voilà, quand on est sommateur, on est sommateur. Eh ben vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, c'est rien, mais quand je me lave, j'ai un peu mal. Ah, fais gaffe, c'est vachement important. Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est ma bite. Les impuretés, dépose là, entre le poil et les couilles. Bah, tu fais ce que tu veux, mais moi je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Tony Glandil? Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. C'est une fausse pub de Les Nuls. Et d'ailleurs, les Guignols sont apparus au moment où on a remplacé le journal de Les Nuls sur Canal. Exactement. Alors, c'est un article que nous avons trouvé dans Stratégie, évidemment, pour aborder ce genre de sujet. Il n'y a que Stratégie. L'humour que vous avez toujours pratiqué, vous, avec les Guignols, c'est de l'humour au service de l'esprit critique. Il y a aussi de l'humour au service de la consommation pure et dure. Est-ce que vous avez déjà été tenté de céder à ça? Est-ce que vous avez déjà été approché ou pas? Jamais. Non, on était manifestement trop dangereux. Ils savaient qu'on était incontrôlables, donc jamais ils nous ont proposé ça. Ouais. C'est vrai, c'est dommage. C'est la même manière. Est-ce que c'est la même manière de faire de l'humour ou pas? Comment vous voyez ça quand l'humour est le levier? Je trouve qu'il y en a qui sont. On a tendance à cracher toujours sur ceux qui font de la pub, les pubards et tout. Et ça dépend si la pub est bonne ou pas. Ouais. Et nous, à chaque fois que les gens ont fait de la pub pour les Guignols, mais la vraie sur nos soirées et tout, en fait, ça s'est en général assez bien passé. On a eu des affiches assez marrantes. Et pour le coup, pour dire du bien de Canal+, l'équipe qui s'occupe de leur pub, ils sont vachement forts. Enfin, les gens de BETC, là, les fameuses pubs du placard, de l'ours, des licornes et tout. Enfin, c'était... Ils ont réussi à faire des choses assez marrantes. Maintenant, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose parce que on sait pourquoi ils font ça, mais c'est vrai que c'est redoutablement efficace. Et puis, mais au point que les gens relayent. Donc, par exemple, tout à l'heure, c'est nouveau parce que l'humour dans la pub, ça fait très longtemps que ça existe. Chabat, c'est lui qui faisait maintenant, si c'est rigolo, truc Orangina là dans le flipper, tout ça. Ils ont fait des choses assez marrantes. Des proches a fait de la pub et tout. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est très nouveau en revanche, c'est le community manager qui devient très très marrant. Le mec de Decathlon là, qui est devenu une vedette, le fameux Yann là, sur les Ujab Running. Donc ça c'est vraiment super nouveau. Et moi j'avais presque envie de le rencontrer, le mec. Il n'a pas des blagues et tout, non mais c'est vrai. Mais il est arrivé que vous moquiez, on se rappelle de PSA, etc. Ouais. Est-ce que ça vous a valu qu'on retire la pub de Canal? Bien sûr. Mais ça, c'était à l'époque où, effectivement, c'était l'époque de Rousselet. Et Calvet avait appelé Rousselet, il dit, mais vous ne trouvez pas, c'est scandaleux, on se fait massacrer en permanence, donc moi je vais retirer les pubs de Canal, n'est-ce pas? Et Rousselet lui dit, mais vous avez tout à fait raison, moi c'est ce que j'aurais fait depuis longtemps. Alors
Yves Le Roland voudrait jouer avec vous, s'il vous plaît. C'est l'heure des plaisir. sketchs. Si vos lunettes fonctionnent. Les moitiés de C'est moitié de lunettes. Vous avez le rôle du producteur. Je pense que ça peut vous convenir. Ouais, ça va aller. Du débat de demain, parce que grand débat mercredi soir sur France 2, il faut l'organiser. Vos acolytes sont là, Guillaume et Charline, sont les atapros, comme on dit, et c'est vous le chef. On se rend sur le plateau du débat. Ça y est, je crois que tout est ok pour le casting. Pas si sûr, parce que Dupont-Aignan arrête pas de m'appeler pour protester là. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas tout compris. Non mais ça c'est normal, c'est Dupont-Aignan. Et encore Jean Lassalle se présente pas. Il parle de contrôle des naissances en Afrique pour les élections européennes. Non mais pas de panique, les guignols c'est mon domaine. Bon, qu'est-ce qu'on fait des marches là pour accéder au plateau? On les garde. Non, vous êtes sûr? Et s'il y a un candidat trébuche? Non mais les risques sont limités, Nathalie Loiseau sera absente. Ouais. Mais on a aussi une chaise là qui sert à rien autour de la table. Parfait, on y mettra Marine Le Pen. Ouais, elle sert à rien pour l'Europe. Et vous croyez qu'on va faire une bonne audience? Ah, ça c'est sûr qu'au niveau charisme, on n'est pas gâté. Il y a Raphaël Glucksmann quand même. Et Laurent Wauquiez. On est sauvés. Oui, alors j'avais quand même pensé à mettre quelques ficus. Bonne idée, ça mettra à l'aise Yannick Jadot. Non, mais sauf qu'ils ont traité au glyphosate. Ouais. Et sur le deuxième débat, tout est ok? Non, alors on est vachement emmerdé. Ouais, ça c'est à cause de Francis Lalanne. Mais il veut quoi, un gros plan sur ses cuissardes? Non, pire, il veut un ampli pour sa guitare. Ah non, ça on l'empêche. Ouais, ça on sait. Ouais. Après Madonna à l'Eurovision, on peut pas faire ça au public, c'est vrai qu'il il manquerait plus que Nathalie Arthaud chante l'international. et que Florian Philippot sifflote du Wagner. Non, on se calme, c'est pas... Pardon. C'est un peu coupé, hein. On se calme, c'est pas The Voice. Ce serait le con pour les européennes de les faire présenter par Nikos, quoi. Pourquoi? Le seul grec riche. Et qui anime le débat? Thomas Soto et Alexandra Ben Saïd. Bon, on aura au moins échappé à Cyril Hanouna et Marlène Schiappa. Quel dommage. On aurait pu savoir si l'Europe était d'Arca ou Rasra. Et je rappelle que le débat a lieu aussi sur notre antenne de France Inter demain soir, bien sûr. Quelle chance. Là, on était dans la télévision. C'est Merci Yves Le Roland. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous mettez en scène le 3e volet des Hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, qui repart en tournée à travers la France à partir de janvier 2020. Yves Le Roland, merci beaucoup. Eh bien, on va vous laisser le mot de la fin. On essayait en tout cas toujours de décaler, donc on l'aurait peut-être mis dans une autre situation. Mais là, j'ai pas la blague tout de suite. C'est gentil. Paris, un soir en semaine. Excusez-moi, Oui? vous ne partez pas, j'espère. Ah non, désolé, je viens juste de me garer. Ah, parfait. Je vais tourner encore un peu. Merci. Prolongez le plaisir de conduire BMW 100% électrique jusqu'au 30 juin.